Et je laisse la parole pour la matinée aux membres de l'équipe de la ferme expérimentale de Torigny d'Anjou, donc Julien Fortin et Pierre Bruno, qui vont vous parler plutôt engagement pour ce matin. Merci Aurélie. Donc oui, trois présentations ce matin. La première, on va s'intéresser aux bâches de réforme, principalement sur la phase de finition. À 11 heures, on va s'intéresser à un autre modèle animal qui est le bœuf. Il y a un peu une place importante, en tout cas dans la filière bio, de par les contraintes liées au cahier des charges, mais qui peut avoir une application d'un système conventionnel au regard de l'environnement actuel. Et enfin, pour terminer, une conférence sur des questionnements sur un nouveau modèle animal pouvant potentiellement répondre à des enjeux de filière, mais aussi des enjeux sociétaux. Voilà. Hop. Donc, en introduction, peut-être, même si la ferme expérimentale de Torigny-l'Anjou, qu'est-ce que c'est? Un outil de la profession situé dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers. Nous avons à disposition 145 hectares et nous conduisons un troupeau de races allaitantes, de vaches avec des vaches limousines, dans un système naisseur-engraisseur conduit en agriculture biologique. La philosophie de la ferme, c'est de considérer qu'en fait, l'optimisation de la production doit se faire par hectare et le bovin est un intermédiaire pour valoriser la biomasse permise dans le contexte pédoclimatique. Donc, dans cet exposé, on va s'intéresser aux modalités de finition des bovins, quelques éléments de contexte. Donc, les femelles à l'échelle du troupeau allaitant bio sont valorisées à 70% dans la filière. D'accord? Donc, il y a 30% de ces animaux qui quittent la filière. Au niveau des mâles, seulement 20% sont valorisés dans la filière. Le reste part principalement en broutard, à destination de pays frontaliers pour des engraissements assez classiques. Donc, on a une perte conséquente de cette valeur ajoutée au service de la filière. Donc, la question qu'on peut se poser, nous, c'est au regard des missions qui nous sont dédiées, c'est comment on peut créer des références techniques pour potentiellement accompagner une meilleure valorisation de ces animaux sur le marché intérieur et d'autant plus en agriculture biologique. Alors, les enjeux de l'engraissement, ils sont multiples. Il y a déjà des premières questions, c'est l'éleveur. L'éleveur, il va être intéressé par le prix, hein, tant sur le produit que sur la maîtrise des charges. Donc, par rapport au prix, il va se poser des questions sur le poids, la conformation, la note d'état, enfin, le niveau d'engraissement de ses bovins. Voilà. Et par rapport à ça, il a des solutions techniques qui s'ouvrent à lui, ou des fois des contraintes. C'est le prix des concentrés élevé. C'est vrai qu'en agriculture biologique, il n'est pas fortement conseillé d'acheter de la matière pour engraisser des animaux, c'est plutôt des systèmes autonomes qui sont à privilégier pour les raisons de coût de production. Il y a une variabilité de ces ressources alimentaires, hein. On a beau vouloir faire un très bon enrubanage de luzerne, d'une année à l'autre, d'une coupe à l'autre, on peut avoir de la variabilité, beaucoup plus que dans des systèmes conventionnels. Donc ça, c'est une contrainte qu'il faut intégrer. Et bien sûr, on a un plafonnement déconcentré dans les régimes d'engraissement, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser 40% de la matière sèche ingérée par les bovins sur la phase de finition en concentré. Donc, du coup, par définition, on est limité sur des densités énergétiques de ration. Pour le transformateur, lui, il est intéressé par un élément important, c'est le rendement net en viande, hein. Donc, et ça, voilà, on peut jouer sur les circuits de commercialisation, ce n'est pas notre travail, et ça ne sera pas demain. Pour le consommateur, il veut un produit de qualité, avec toute la difficulté de définir la qualité, parce que chacun a un peu sa qualité. Il y a une qualité visuelle, du coup, qui va enclencher potentiellement un acte d'achat, une qualité organoleptique, donc ça c'est le goût de la viande, voilà. Et enfin, une qualité qu'on peut qualifier de sociétale avec des attentes environnementales. Ce qui est assez compliqué en viande bovine, en fait, c'est que ces trois niveaux de qualité, des fois, ils ne vont pas dans le même sens. Donc concrètement, si on veut une viande de très bonne qualité organoleptique, ou une viande très grasse, très persillée, il semble que cela rebute dans l'acte d'achat. Et d'un point de vue environnemental, ça peut aussi être critiqué parce que si on veut une viande bien grasse, il faut apporter beaucoup de concentré. Donc c'est tout ce compromis à trouver et voir si on peut ressortir des choses compatibles avec toutes ces contraintes. Et donc, si on revient un peu aux fondamentaux de ce que c'est l'engraissement, finalement, ça correspond en fait à un besoin physiologique. Donc, l'animal, il va d'abord grandir, il va développer du tissu osseux, il va grandir. Ensuite, il va développer du muscle, beaucoup de croissance. Et ensuite, il va déposer en bleu, là, ce fameux tissu adipeux. Et donc, au fur et à mesure que l'animal prend en poids, il va, suivant le type génétique, il va déposer ce gras. Et donc, ce gras, il va avoir
un besoin important d'énergie pour être déposé. Donc vous avez ici l'équation issue des tables INRA. Donc en fait, voilà, il faut plus d'énergie pour déposer du gras que pour faire du muscle. Donc c'est pour ça aussi qu'on observe la fameuse courbe en cloche sur les phases d'engraissement liées au GMQ. Voilà, on a une baisse du rendement énergétique au fur et à mesure de l'engraissement, avec l'accroissement du dépôt de gras qui va être plus gourmand en énergie. Et donc à ce moment-là, pour le rationnement, on va plutôt utiliser en termes d'indicateurs de rationnement, on va parler en UFV, donc en unité fourragère viande, lorsqu'on est sur des croissances qui vont être supérieures à 1000 grammes par jour. Et voilà, donc ce dépôt de gras, il va être quand même très important, avec tous les enjeux qu'a abordé Julien, notamment en termes de qualité de viande. Et on va avoir différents indicateurs pour ensuite aller piloter les rations. On va parler surtout de densité énergétique, la densité énergétique de la ration. Donc là, on va voilà, se fixer un seuil autour de 0,85 UEV par kilo de matière sèche ingérée. Il y a une autre notion qui va être importante, ça va être l'encombrement de la ration, à quel point l'animal va pouvoir ingérer du fourrage en quantité. Et enfin, en termes d'équilibre ruminal, en termes d'énergie et d'azote dans le rumen, à quel point la ration va être équilibrée. Donc là, on se fixe le seuil de 95-100 grammes de PDI par UFV ingéré, puis tout en gardant aussi en tête que suivant l'équilibre des charges, vous pouvez être plafonné en termes de matières premières utilisées. Et donc cet engraissement, donc, on le pilote, on peut le piloter notamment en étudiant la note d'état corporel de l'animal. Donc c'est quelque chose qui se mesure non pas visuellement, mais qui se mesure par palpation. Donc ici, vous avez une grille, la grille de mesure de la note d'état corporel, qui a été faite il y a déjà quelques années, mais qui permet vraiment d'apprécier et de mesurer ce degré de finition de l'animal. Donc voilà, vous avez une note de 0 à 5. Et donc ça se mesure avec la main gauche sur la tâche de la queue et la main droite à plat sur les deux dernières côtes. Et donc suivant des mesures, on va pouvoir attribuer une note à l'animal et décider ou non de son état corporel et s'il est fini ou non. La difficulté qu'on a en troupeau allaitant par rapport au troupeau laitier sur l'engraissement, c'est que ce niveau d'engraissement peut être estimé que par palpation des bovins. On ne peut pas le faire en visuel, enfin, la mesure n'est vraiment pas précise, il faut vraiment aller toucher les bovins, donc ça nécessite de la contention, de la manipulation et donc de la contention pour que ça se passe en sécurité. Donc ça peut être aussi une contrainte. Et donc si on parle maintenant des régimes de punition possibles, alors rapidement, en bio, on va voir la question, est-ce qu'il y a la possibilité d'aller engraisser à l'herbe? Justement, sur la ferme, on s'est posé la question, donc sur un système en double période de vélage, automne et printemps, et bien finalement, on va avoir différentes périodes où on va avoir des vaches qui vont être disposées à être engraissées. Donc sur la première période, en fait, ça va correspondre aux vaches en vélage d'automne après vélage. Donc ici, on est sur donc on va mettre en parallèle ces moments où on a des vaches qui sont prêtes à être engraissées et la disponibilité de l'herbe ici, la pousse de l'herbe finalement. Et donc en fait, à Toronier, on est dans un contexte climatique qui est assez contraint. Et nous, en fait, de l'herbe de qualité et en quantité qui respecte les fondamentaux qu'on a vus juste avant, c'est de mars à fin juin. Donc on est sur une durée assez limitée finalement. Et donc par rapport à ça, donc en vélage d'automne, après vélage, donc les vaches qui ont perdu leur veau à l'automne, non, du coup ça ne va pas être envisageable. Les vaches en vélage d'automne qui ne sont pas vides, qui sont vides à l'issue de la période de reproduction, elles vont être engraissées après le sevrage de leur veau, donc à la mi-juin. Donc là, on est juste au début de l'été, donc non, c'est pas possible. Et les vélages de printemps qui sont vides à l'issue de la période de repro, donc là, on va être juste avant l'hiver, donc là non plus, c'est pas possible. Et le seul lot où ça va être possible, ça va être les vélages de printemps qui ont un veau mort à la naissance. Donc ça correspond à assez peu d'animaux et c'est ici finalement on va pouvoir avoir une opportunité d'aller engraisser à l'herbe ces animaux, notamment en pâturage. Donc le pâturage, l'engraissement à l'herbe, concrètement, dans une faisabilité technique, si on veut vraiment transposer les choses, la fenêtre est vraiment très étroite, il faut être assez humble avec ça. Plus une opportunité qu'autre chose. Et donc, si les régimes de valorisation de l'herbe au pâturage, là où finalement ces valeurs nutritives ne sont pas possibles, on va étudier du coup d'autres rations. Donc ça, vous retrouvez ici donc 4 rations possibles issues des travaux de la ferme, donc qui ont déjà été faits il y a quelques années. Donc on est sur des rations avec des fourrages et des concentrés qui sont produits sur la ferme, des rations qui sont assez simples, vu qu'on a uniquement un fourrage qui est utilisé. Donc soit du foin de prairie à fleurs variées, soit du foin de luzerne. Et ensuite, on a de l'enrubanage de prairie à fleurs variées ou bien de l'enrubanage de luzerne.
Alors ici, du coup, on a différents résultats en termes de croissance qui sont affichés. Voilà, on va avoir quelques différences suivant les rations, notamment en fonction du niveau d'ingestion possible. Forcément, dès qu'on va être sur des foins, l'encombrement va être plus important dans le rumen et forcément l'animal pourra en quantité en ingérer moins. Donc ça va se ressentir sur le niveau d'énergie apportée à l'animal et sur les performances de croissance. Donc ça fait un champ des possibles. En fait, l'engraissement, c'est toujours une quantité de protéines mise en place une quantité d'énergie. Il n'y a pas d'aliment miracle, il n'y a pas d'aliment magique. Et c'est toujours cet équilibre en fait qui explique la performance. Avec quelques surprises, on verra dans la suite de l'exposé, notamment sur la densité énergétique, où on se rend compte que des fois, nous, on est toujours parti dans l'optique de densifier au maximum d'un point de vue énergétique pour maximiser la performance, hein, donc ce qui se tenait. Mais on verra tout à l'heure dans l'exposé que ça peut avoir des limites. Alors, donc, ce que Pierre vous a montré, c'est les rations en fait, qu'on a utilisées pendant une vingtaine d'années à Torigné. Et puis, on a fait une synthèse de tous les animaux qui ont été engraissés sur la ferme pour voir comment les choses évoluaient. Donc, en moyenne, à Torigné, on a engraissé des animaux de 5 ans. On est sur un troupeau avec un taux de renouvellement élevé, en faisant l'hypothèse que plus on maximise ce taux de renouvellement, plus on a d'animaux jeunes à engraisser, plus ils sont simples à engraisser, donc meilleur est notre marge. En moyenne, on avait des durées de 112 jours d'engraissement avec des GMQ très hétérogènes. En moyenne, on est à 878 grammes par jour, plus ou moins 350 grammes par jour. Alors ça, c'est un constat. La performance paraît modeste. Hein. Entre nous, je pense, on peut le dire, c'est modeste. C'est quand même des rations avec des bons fourrages et entre 5 et 6 kilos de céréales données à côté, avec des rations équilibrées. Donc ne pas oublier aussi que l'engraissement, c'est voilà, la course à la performance, elle a ses limites vraiment dans les champs du possible, quoi, de par cette hétérogénéité des animaux qui arrivent en début d'engraissement. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Donc, on a regardé les performances de 2000 à 2004 et entre 2013 et 2015. Qu'est-ce qu'on voit sur ce pas de temps? C'est que nos durées d'engraissement, elles ont quasiment doublé. Alors, ça s'explique de façon très simple, c'est que ça s'est accompagné d'une augmentation des poids de carcasse. On a une augmentation du gabarit des animaux qui fait qu'on a allongé les durées d'engraissement et du coup, ça nous a coûté un peu plus cher. Alors, ça ne s'explique pas que par ça s'explique aussi par des animaux. Donc, ça, c'est l'état initial. Des animaux qui avec cet alourdissement des carcasses, on a perdu notre état initial en début d'engraissement de ces animaux. Pourquoi? C'est des animaux qui tolèrent moins les variations d'état aussi, parce qu'ils ont plus de besoins globalement sur leur phase de vie. Donc un constat assez logique. À peine rassurant quand même, hein. Voilà, on va voir par la suite. On a voulu regarder l'impact du potentiel génétique sur la phase d'engraissement. Et alors là, pour le coup, on peut vous le dire, ça marche très bien. La façon dont sont évalués génétiquement les animaux en France, la modalité engraissement répond très très bien. Donc on a 3 index qui ont été utilisés pour caractériser nos animaux. Le CR7, donc le potentiel de croissance des animaux, le DS7, donc développement squelettique, et le DM7, le développement musculaire. Et on a classé nos vaches avec un faible niveau d'index et un index élevé. Et puis on a regardé le poids initial, la note d'état, la durée de finition, GMQ, carcasse, rendement, classement. Alors qu'est-ce qu'on observe? Si on a des vaches à fort potentiel de croissance, on a des animaux qui sont lourds en début d'engraissement, déjà. Ça peut être un avantage. Et du coup, ça fait des carcasses plus lourdes. Bon, voilà, sélectionné sur le potentiel de croissance, ça fait des carcasses plus lourdes, c'est très clair, ça marche très bien. Sur le développement squelettique, c'est un peu plus assez différent. Et quand on va chercher du développement squelettique, on a des animaux qui, en début d'engraissement, sont moins en état. Voilà, donc des animaux plus grands avec plus forts besoins. Donc du coup, voilà, ça pénalise un peu l'état initial, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, des durées d'engraissement qui se retrouvent rallongées. Alors rallongées parce que avec des carcasses plus lourdes, donc rallongées parce que moins en état et aussi sûrement plus de viande à déposer, plus de forme. Voilà. Et enfin, sur le développement musculaire, une sélection sur le développement musculaire, on ne discrimine pas trop les animaux sur la phase initiale, ni sur les durées de finition, ni sur le poids de carcasse. C'est assez faible. Par contre, on va avoir des gains en termes de rendement et de classement. Donc la sélection génétique, en fait, voilà, c'est un très bon outil sur la vache de réforme, ça marche très bien. Il faut avoir en tête que c'est une bonne association entre tous ces équilibres génétiques. Aller d'un extrême à l'autre, voilà, ça peut avoir ses limites. En termes d'évolution aussi des performances, ce qu'on a regardé, c'est le poids de carcasse en fonction de l'âge des animaux. Et là, plus les animaux
avance en âge, plus le poids de carcasse il est élevé. On voit que nos poids de carcasse maximum, on les a pour les vaches de 6 ans. En fait, une vache limousine, elle est adulte à 5 ans. Donc, du coup, à 6 ans, on lui fait exprimer son plein potentiel. On peut regarder aussi en vert, au regard de chaque classe d'âge et des poids de carcasse, c'est les durées d'engraissement. Et ben, on voit qu'en moyenne, les animaux qui sont plus longs à engraisser, en fait, c'est les animaux entre 3 ans et demi et 4 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont énormément de muscles du coup à déposer. C'est encore des animaux qui sont en croissance, donc on a des durées qui sont assez longues. Et nous, c'est vrai que le cœur de notre troupeau en taux de renouvellement, il se situe là, donc ce qui explique qu'on a des animaux un peu plus longs à engraisser. Voilà. Et puis il y a un effet rendement, un peu. En fait, nos vieilles vaches ont quand même un peu moins de rendement que nos jeunes animaux. Pourquoi? Enfin, l'hypothèse qu'on fait, hein, c'est qu'on a du mal à exprimer le plein potentiel de ces animaux. En tout cas, c'est très très cher d'aller l'exprimer au regard de leur état. C'est-à-dire que pour avoir des vieilles vaches très conformées, il faudrait qu'elles soient très 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 grasses. Et du coup, le retour économique, il n'y est pas, c'est évident. Alors, pour synthétiser ça, on aime bien montrer ce graphe. Ça, c'est la cinétique d'évolution des GMQ sur la phase d'engraissement. Alors, on va prendre le temps, il est très intéressant. Vous avez en ordonnée le GMQ et en abscisse, un axe du temps, les 45 premiers jours d'engraissement, du 45e au 75e, etc. Et vous avez deux courbes qui correspondent à deux populations de vaches. En bleu, c'est les vaches de moins de 6 ans, plutôt les jeunes vaches, qui ont un développement assez classique que Pierre vous a dit en introduction. En fait, l'évolution du GMQ en cloche. C'est-à-dire que ça commence tout doucement, à 800 grammes. Il y a un effet de transition alimentaire pour atteindre un pic qu'à 1000 grammes. En moyenne, c'est que 1000 grammes. Hein. Et puis après, hop, une diminution du coût du GMQ, qui s'explique par le fait qu'on a une moins bonne efficacité alimentaire. Pourquoi? Parce que là, notre bovin fait du muscle et après fait du gras. Donc le gras coûte plus cher en énergie à faire. Donc du coup, il y a un moindre GMQ. Donc cette courbe en cloche. Pour les vaches de plus de 6 ans, on n'a pas tout à fait la même chose, parce qu'au début c'est pareil, mais ça décroche très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est des animaux qui ont déjà fait du muscle, donc ils vont aller refaire du gras rapidement. Et là, voilà, c'est du gras, donc ça fait une ration peu efficace. Ce qu'on a regardé par modélisation, c'est ce qui se passait sur les 30 derniers jours. Et là, c'est vachement intéressant et ça peut faire peur. C'est au regard du GMQ et du coût de la ration. Donc en fait, là, on a un GMQ qui fait qu'on a un gain de carcasse de 525 grammes par jour en moyenne, qui nous rapporte un produit de 2,68 €. Voilà. Alors ça, c'est les chiffres d'il y a quelques années. Retenez, alors en absolu, ils sont plus grands aujourd'hui. Par contre, les écarts, c'est exactement les mêmes aujourd'hui avec les tarifs d'aujourd'hui. Voilà, on n'a pas remis le bon graphe. Les valeurs, enfin les écarts, c'est les mêmes. Les écarts. Donc le bilan, en fait 2,68 € de gain de carcasse avec une ration à 2,60 € sur les 30 derniers jours. Un éleveur travaille pour 8 centimes par jour. On n'a pas compté l'amortissement des bâtiments, le temps de travail, tout ça. C'est marche sur coût alimentaire. Et sur les vieilles vaches, quand on fait la même logique, il perd de l'argent. Donc la question qu'on se pose, nous, c'est l'opportunité de ces derniers kilos. Alors on voit qu'économiquement, pour l'éleveur, c'est pas gagnant. Néanmoins, il est hors de question, est-ce que c'est une charge qui rapporte? En fait, c'est-à-dire que c'est comme quand on fait une césarienne, on ne se pose pas la question, hein, c'est une charge, une césarienne, mais on est obligé de le faire, quoi. Et là, on est peut-être obligé de le faire pour derrière produire une viande de qualité. Donc la question qu'on se pose, c'est, voilà, est-ce que on peut jouer sur les niveaux de finition? Donc dit autrement, est-ce qu'il faut absolument abattre nos vaches à un état corporel de 3 ou est-ce qu'on peut les abattre à 2,5? Point d'interrogation sur la qualité de la viande. Et donc c'est l'essai qu'on vous présente là, avec en bleu des vaches. C'est un essai qu'on a fait pendant 3 ans. En bleu, les résultats des vaches qui ont été abattues à une note d'état de 2,5, estimée par palpation. Et en orange, des vaches qui ont été abattues à une note d'état corporel de 3. Donc on est toujours sur des jeunes vaches, hein, ce sont les mêmes bien sûr dans chaque dispositif. Donc des vaches de 5 ans et demi, 1,8 de notre détail initial, ça va exactement dans le sens de ce qu'on vous a présenté avant, et des vaches qui font un peu plus de 870 kg. Les vaches qui ont été abattues à 2,5, on les a engraissées en 111 jours. Les vaches engraissées à 3, 142 jours. Donc on retrouve bien notre écart de 30 jours qu'on avait vu dans les études antérieures, donc c'est tout à fait logique. Bien sûr, on a des poids de carcasse différents. Les vaches qui sont engraissées à 2,5, on va chercher 407 kg de carcasse. Les vaches à 3, 432 kg de carcasse. Quand on les envoie à l'abattoir, il voit des carcasses notées 3. Voilà. Il n'y en a aucune carcasse qui est sortie à 2 ou 2 plus, en fait, dans un déclenchement à 2,5. Voilà. Au niveau des rendements, on n'a aucune différence significative. Par contre, sur la conformation, il y a un petit effet quand même qui s'exprime.
principalement par le poids de carcasse. On le sait, hein, il y a un effet du poids de carcasse sur la conformation, par la note. C'est-à-dire que ceux qui sont engraissés à 3 ressortent U-, et celles qui sont engraissées qu'à 2,5 sortent R+. Voilà. Donc ça, c'est un constat. Pas de surprise, sauf peut-être là, ce 3, en fait, d'emmener des vaches qu'à 2,5, voilà, ça sort toujours en 3 à l'abattoir. Voilà. Alors, qu'en est-il de la qualité organoleptique de la viande? Donc ça, c'est la qualité que le consommateur va retrouver en bouche. Pour ça, on s'est rapproché de l'Institut de l'élevage, qui a un labo, en fait, avec des experts qui sont capables de discriminer des viandes sur la qualité, sur plusieurs critères, la couleur, la persistance aromatique, la flaveur, la tendreté, la couleur, je l'ai dit, et l'odeur. Voilà. Et qu'est-ce qu'on observe entre deux populations? Donc, c'est des notes qui sont mises de 0 à 10 sur une échelle. Et qu'est-ce qu'on observe entre nos deux populations? C'est que nous n'avons aucune différence significative sur tous les critères de la qualité organoleptique. Donc, en fait, engraisser une vache qu'à 2,5, ça n'impacte pas la qualité organoleptique de la viande. Alors, la précaution qui prévient, c'est du 2,5 strict. Hein. Nous, on mesurait bien, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer des vaches maigres à l'abattoir. Hein. C'est quand même du 2,5. Voilà. Mais en gros, voilà, quand on voit que notre vache est quasiment finie, il faut tout de suite déclencher son départ, enfin, s'organiser pour appeler le commerçant. Enfin, après, ça dépend avec qui on travaille. Quoi. On ne va pas gagner en qualité organoleptique à mieux engraisser, à encore plus pousser une vache. Enfin, en tout cas, sur l'échelle étudiée entre du 2,5 et du 3. On reviendra peut-être dans les questions sur les performances à ce moment-là. Mais on avance quand même. Donc ensuite, on allait regarder l'impact de deux régimes, mais avec une complémentation qui est équivalente. Donc ici, vous avez de l'enrubanage en fourrage de base, l'enrubanage de prix à fleurs variées, l'enrubanage de luzerne, complété de 6 kg d'un mélange de tout poids produit sur la ferme. Donc ici, ce qu'on observe aussi, c'est que, voilà, en termes de croissance, en termes d'UF apporté, on est sur une croissance qui est plus faible pour le lot en rubanage de luzerne. Alors ça s'explique aussi, c'est en lien, alors c'est pas décrit ici, mais par une densité énergétique qui est inférieure. On est à 0,88 UFV par kilo de matière sèche ingérée dans le cas de l'enrubanage de prairie, contre 0,83 dans le cas du enrubanage de luzerne. L'autre élément aussi, c'est le niveau d'ingestion de ces fourrages. On en parlait tout à l'heure. Dans le cas de l'enrubanage de luzerne, le souci, ça va être les brins longs. Et la finesse de hachage au moment de la récolte, elle va être très importante pour favoriser justement cette ingestion par l'animal. Et donc forcément, dans le cas du lot enrubanage de luzerne, une croissance inférieure et donc une durée d'engraissement qui va être plus longue à finition équivalente. La question qu'on se posait aussi, c'est que là, on est sur des mélanges où on met 6 kg de céréales. Et 6 kg de céréales, c'est assez important. Bien sûr, c'est distribué en 2 repas par jour. 3 kg le matin et 3 kg l'après-midi. Et ce qu'on s'était dit, c'est que ça se trouve, 6 kg, en fait, c'est trop. Et en fait, on bride d'un point de vue ruminal les bovins. Donc, on les avait équipés dans cet essai de bolus pour mesurer le pH ruminal. Et donc là, vous avez, en fait, là, c'est un axe du temps, sur une journée, l'évolution du pH ruminal en fonction des moments de la journée. Et vous avez ici schématisé les deux moments de la distribution. Donc, on distribue bien à 8 h et à 17 h nos céréales. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'avec 6 kg de céréales distribuées en 2 repas par jour, on est sur une variation de plage de pH qui est non limitante pour le bovin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème. On peut monter à ces niveaux de complémentation sans pénaliser le fonctionnement ruminal. En fait, si on avait eu des pH qui étaient passés sous le 6, ce qui peut arriver dans certains cas, ça aurait été limitant. Bon, avec 6 kg, on n'atteint pas ça. Donc, il n'y a pas de problème. On peut pousser à 6 kg. Alors, on peut pousser à 6 kg, quoique. Voilà, là, c'est l'autre essai qu'on voulait vous montrer ce matin. Si on fait ingérer des céréales à nos bovins, cette céréale prend la place du fourrage dans la panse du bovin. Donc nous, on s'est dit, est-ce que diminuer la part quotidienne de céréales permettrait une meilleure valorisation du fourrage et donc dans l'optique toujours de réduire ce coût de production. Donc on a comparé deux niveaux de complémentation. Ça sera cette fois-ci, parce que là il y a encore une erreur, des animaux en bleu qui ont 3 kg de céréales et des animaux en orange qui ont 6 kg de céréales. Voilà. Alors, en termes de performance zootechnique, on est sur des densités énergétiques différentes. Bien sûr, avec 3 kg de céréales, on est à 0,82 UFV par kilo de matière sèche ingérée. Si on met 3 kg de céréales en plus, on arrive à densifier, on monte à 0,87. Donc, normalement, la performance zootechnique est corrélée à la densité énergétique. Et effectivement, avec 0,82 densité énergétique et donc 3 kg de céréales, on va chercher des GMQ de 816 grammes par jour.
Et quand on augmente la densité énergétique et donc la quantité de céréales, on passe à 932 grammes par jour. Donc au passage, 3 kg de céréales pour 100 grammes par jour, ouais, il y a le truc arrivé, ça ne fait pas beaucoup au regard de l'énergie mobilisée. Sur les poids de carcasse, on n'a aucune différence significative. Pourquoi? Parce qu'on pilotait en fonction de la note d'état. Donc en fait, on envoie l'animal à l'abattoir quand il est fini, donc il n'y a pas de raison. Et du coup, ça ne change rien sur rendement et conformation. Alors voilà, donc là on peut se dire, 3 kg de céréales pour 100 grammes. Économiquement, qu'est-ce que ça donne? Donc on a un petit impact économique avec un coût de finition. Pour les vaches avec 3 kg de céréales, en gros, au regard de ces résultats, elles nécessitent de mobiliser 351 euros. Pour les vaches avec 6 kg de céréales, ça coûte 424 euros. Et du coup, le produit, il est le même. Enfin, peu de choses, 2526, 2555. Donc ça, c'est des cours de 2024. Et donc la marge sur coût alimentaire, elle est à l'avantage du lot qui n'a que 3 kg de céréales. Voilà. Donc ça, c'est vachement intéressant dans le sens où ça interroge sur le coût de l'expression du potentiel génétique. Certes, il y a la génétique pour faire des performances, faire du poids rapidement, tout ça, mais mobiliser des moyens, et même avec des rations autonomes, économes, ça ne vaut pas toujours le coup d'un point de vue économique. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les travaux récents conduits à Torigné sur l'engraissement. Donc, quelques éléments à retenir. La qualité de la viande, oui, mais il y a quelques marges quand même. L'utilisation de concentré, oui, on a besoin. On ne peut pas engraisser des vaches qu'avec des fourrages, mais on voit bien que des fois, avec trop de concentré, aller chercher de l'optimisation de l'expression génétique, ça a ses limites. Et que, en tout cas, des rations complètement autonomes et économes, c'est tout à fait possible pour bien finir les bovins. Voilà, on vous remercie de votre attention et puis on peut prendre on a le temps pour des questions. Oui, est-ce que tu peux revenir sur le critère en palpation qui va différencier une lettre de la puissance par rapport à ce 3? Ouais. C'est compliqué à piloter. Ouais, je suis d'accord. Donc, le 3, il est assez identifiable. On va attraper l'animal, c'est vraiment la poignée de gras qu'on a à la tâche de queue sur le ligament sacro-tubéral et la peau qui roule au niveau entre les deux dernières côtes. Donc ça va. Donc du 2,5, c'est quoi? En fait, ça avance jamais en même temps, les deux notes. C'est-à-dire qu'il y a des vaches qui vont se retrouver à 3 à l'arrière et sur les côtes à 2. Et inversement, il y a des vaches qui vont être grasses sur les côtes et plutôt maigres à la tâche de queue. Et c'est là où on va capter le 2,5. Voilà. Mais la vache qui avance de façon homogène, où sur les deux notes on fait 3-3, 2-2, franchement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. On commence à l'avoir quand on va sur du 4, parce que là, c'est tellement gras partout que voilà, on l'a. Et donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que dès qu'on a une note de 3 à un poste, c'est bon. On appelle le marchand, la coopérative, tout ça pour déclencher l'abattage. D'autant plus si les stocks sont modestes, voilà, les réserves sont modestes, tout ça. Voilà. Et on ne fait sans culpabiliser parce que derrière, ça ne pénalisera pas la qualité de la viande. C'est ce qu'on a bien démontré. D'autres questions? Voilà. Donc à la fin, là, vous montriez un test entre 3 et 6 kg de céréales. Est-ce que ça vous donne envie de regarder entre les deux ou... Non. Non, C'est pas très intéressant. L'étape en ce moment qu'on traite, c'est 3 kilos et rien du tout. Voilà, l'idée pour. En fait, on cherche l'expert à discriminer au maximum. Par contre, je suis d'accord avec vous. Peut-être que la vérité est entre les deux. Nous, on veut taper large, voilà, pour être sûr d'avoir une réponse la plus linéaire possible, et puis après, on ira affiner. Voilà. Quand on a des animaux hors essai, pour répondre, donc, en tant qu'éleveur à Torigny, on fait aussi métier d'éleveur, on met 4 kilos de céréales aux animaux. On ne l'a pas testé. donc c'est du ressenti de Ouais. tant qu'éleveur. Ouais, voilà, ça vient. On voyait bien qu'à 100 kilos, nos bovins, on les saturait. On voyait ça. Par rapport à la génétique que vous avez. Ouais, ouais. Alors, que la limousine, mixte viande, là, oui, c'est ça. Et aussi suivant les valeurs nutritives des concentrés, suivant les analyses et suivant les années, en fait, on peut avoir les mêmes teneurs. Remonter un peu. Là, c'était le cas notamment cette année.
Et voilà, là, ce qu'on teste, c'est du 3 kg, rien, que de l'enrubanage. Alors, les premières tendances, c'est là, il faut mettre un peu de céréales. Parce que l'enrubanage, ça va durer très longtemps. Il faut attendre, il faut répéter tout ça. 0,2 ans d'écart entre. Elles partent à l'abattoir à 4,8 ou 4,6, non, c'est ça? Elles partent à l'abattoir avec 10 jours d'écart. Oui, Il y a 10 jours. Donc, c'est pas grand-chose, ça. Ça, c'est pas grand-chose. Ouais. Par contre, entre du 3 et du 0, on n'a pas de résultat. On a envoyé les premières à l'abattoir. C'est celles qui avaient des céréales, hein, les premières qui sont parties. C'est pas celles qui regardaient. Normal. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est le gradient de réponse, en fait. C'est un métier de recherche. Ça, c'est de la recherche, quoi. Pour trouver, pour comprendre ce qui se passe. Mais voilà, on peut le dire, hein, mais engraisser une vache limousine orientée mixte viande qu'avec du fourrage, non, ça n'existe pas. On n'a pas la génétique française pour. Je vous invite à venir au dernier exposé de la matinée où on travaille sur les alternatives à ça pour trouver d'autres choses, pour essayer de se rapprocher de, je ne sais pas si c'est un idéal, en tout cas de se rapprocher de ça, mais pas avec des belles vaches, pas avec ces animaux. Même en allant chercher des fourrages, on peut parler de des fourrages très qualitatifs, on est sur de la prairie à fleurs variées, 25-30% de légumineuses à la récolte, avec après un défrimage ou un départ de coupe à l'automne. C'est des coupes à moins de 2 tonnes de matière sèche, hein, c'est du gâteau. Hein. Ouais. Parce que, enfin, en bio, souvent, ce qu'on voit, c'est que sur les recettes, on ne gagne rien. Enfin, on n'a pas plus de recettes quand on est en bio, parce qu'il n'y a pas d'écart de prix, voire même on est parfois inférieur aux SICO, enfin aux autres SICO. Par contre, c'est sur les charges qui vont gagner. Donc après, aussi pouvoir disposer des animaux qui sont les plus, enfin, qui valorisent le mieux du fourrage qui coûte pas trop cher à produire, voilà. Donc, je sais pas, c'est peut-être pas en effet de la limousine pur jus, mais enfin, quand on regarde, je sais pas, il faut faire des irlandais ou autres, enfin, des pays qui ont beaucoup d'herbes, c'est sûr que c'est pas la même condition, hein, mais oui, c'est là aussi qu'il y a des améliorations. Il faut sauver l'élevage, il faut le dire, mais. Mais en absolu, on est d'accord. Après, c'est vrai qu'on est en France, attaché à un territoire, des traditions, des races qui font partie du patrimoine. Voilà, mais il faut des races pour pouvoir croiser tout. Exactement, voilà, c'est ça. On en reparlera en fin de matinée, mais si le croisement ça marche, c'est parce qu'il y a une super génétique. Si le croisement marche à Torigné, c'était une super base limousine à Torigné, clairement. Sur la composition du mélange céréalier, du coup, vous avez... Ouais, il est classique, c'est toujours un critical poids. Donc, se met à 300 grammes par mètre carré de céréales, 20 grammes par mètre carré de poids. Et alors, il peut y avoir une variation de allez, 15 à 25% de protéagineux. Au regard des rations, c'est pas ça qui peut expliquer une performance différente. C'est un produit assez standard. Ouais. Peut-être une dose de 300 grammes par mètre carré de critical au moment du SMIC. 330 grammes par mètre carré, c'est de la semence fermière. Et 20 grammes par mètre carré de poids. Quand on met plus de poids, on gagne en valeur nutritive, mais on n'est pas sûr de pouvoir récolter. C'est du standard et pour l'engraissement, c'est ce qui vous paraît optimal? Ou est-ce que vous avez travaillé sur d'autres mélanges aussi? On a travaillé sur d'autres mélanges qui pourraient être plus pertinents pour nous, les bovins, mais qui seraient contraignants d'un point de vue agronomique à l'échelle du système, notamment en introduisant la févrole qui est déjà présente dans la rotation. Et donc ça, bon, quand on fait des approches système, le système est toujours prioritaire à la performance stricte par animal. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas, par exemple, du critical févrole. Si il y aurait un truc à faire, on n'a pas les terres pour, mais du maïs grain, c'est super pour engraisser des vaches. Parce que là, en termes de densité énergétique, vous avez un produit qui est imbattable. On n'a pas les terres à Torino. En termes de surface mobilisée, 60-70 quintaux secs en maïs grain, donc, comparé à nos 40 quintaux les bonnes années en critical poids, c'est plus intéressant. Puis autre chose aussi, c'est au niveau de la capacité à aller pouvoir broyer et aplatir ces matières premières. Avec la févrole, bon, on peut avoir un peu plus de difficultés avec les équipements qu'on a en ferme, donc notre élément. Et aussi sur les associations, la capacité des plantes, des cultures à être matures en même temps, faciliter la récolte. Voilà, c'est notre problématique. Et moissonner du critical févrole, il faut vraiment une moissonneuse bien réglée. Ça, on a déjà fait. C'est bien couvert de critical, quoi.
Mais c'est possible. Enfin, faut pas commencer à minuit, en fait, voilà, quand on est pressé et tout ça, mais quand on fait bien les choses, c'est possible. Bon, voilà. Alors, ces résultats, vous les retrouvez assez facilement, hein. Ils sont communiqués à travers divers canaux, l'ITAB, l'Institut de l'élevage, les chambres d'agriculture, vous trouvez ces résultats. Voilà. Et puis, si vous voulez suivre l'actualité de la ferme, bah, il y a toujours les réseaux sociaux, la page Facebook et LinkedIn de Torini qui fonctionnent bien quand même. Et les éleveurs aiment bien s'y rattacher et on trouve ça exprimé d'une autre façon avec plus du visuel. Voilà. Ouais, plus communiqué. Voilà. Bon, bah, on vous remercie. Ouais. Si pour ceux qui veulent rester sur la valorisation des mâles, avec plaisir.